Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 160 « Je réussis à vaincre la honte ». J'ai envie de vous partager cette semaine le secret de Mathilde, mère de 3 enfants. Et elle nous dit « Dès que le ton monte au cours d'un dîner, 2 minutes en famille est devenue mon arme secrète. Je le décroche du frigo, je sors une carte et à chaque fois ça marche. Des rires, des rêves, des défis. On y trouve tous notre compte et moi, la tranquillité. Et j'avoue que j'aime quand ma famille est harmonieuse. Alors, si vous êtes confronté à des dîners houleux comme Mathilde, pensez à 2 minutes en famille. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! J'ai voulu réseauter un peu et je suis allée à un after-work avec ce groupe de gens du bureau qui ont l'air très cool. L'horreur! Je me suis sentie complètement décalée, absolument pas intéressante et pas du tout à ma place. J'avais tellement honte de moi. Évidemment, le lendemain, j'étais la seule maman absente lors de l'événement de levée de fonds pour le voyage de classe de mon fils. Encore un club auquel je ne peux pas appartenir à cause de mon emploi du temps professionnel. De toute façon, je fuis beaucoup ces rassemblements de femmes. J'y suis souvent mal à l'aise. Je suis trop grande, trop costaude, pas assez bien coiffée ou habillée, pas assez passionnée par la petite enfance. Et là, ça me chicote. Je devrais être capable d'affronter ma différence. Quelles sont les ressources à ma disposition pour me sentir moins honteuse et affronter un peu mieux ces situations d'inconfort? Est-ce possible de ne pas ressentir de honte? Pouvons-nous nous prémunir définitivement contre son inconfort? Eh bien non, nous dit Brené Brown. Cependant, nous pouvons développer notre résilience à la honte. La chercheuse américaine a développé son propre modèle de résilience qui oppose la honte, la peur, la critique et le rejet à leurs pendants beaucoup plus vertueux et positifs qui sont faits d'empathie, de courage, de compassion et de lien. Mais comment peut-on passer de la honte à la résilience? D'après les recherches de Brené Brown et ses multiples interviews avec des femmes de tous les horizons, ça repose sur la force essentielle de l'empathie. Non seulement sur notre besoin d'empathie, mais aussi sur notre capacité à en faire preuve et à nourrir ainsi des liens sains et durables. Elle a démontré que les femmes les plus résilientes à la honte bénéficiaient et offraient le niveau le plus important d'empathie. Alors, qu'est-ce que l'empathie? Brené Brown l'a définie comme la capacité à puiser dans ses propres expériences pour s'identifier avec l'expérience de quelqu'un. En fait, c'est la capacité que nous avons de percevoir et ressentir une situation avec les lunettes de quelqu'un d'autre. Cela va bien au-delà des bons mots compatissants au bon moment. C'est toute une attitude d'attention et d'écoute de l'autre pour se plonger dans son ressenti. Cela suppose de laisser totalement de côté son propre jugement sur la situation, qu'il soit ou non bienveillant d'ailleurs. Par exemple, tournez en dérision la moquerie qu'a reçue votre ami lors d'une réunion pour l'aider à passer à autre chose en lui disant « mais t'inquiète, ça va passer, c'est pas bien grave, d'ailleurs c'était plutôt drôle ». C'est pas vraiment faire preuve d'empathie. C'est appliquer votre propre prisme, votre propre appréciation de la situation et la tendance de votre ami à en faire tout un fromage. Votre amie risque de se sentir rejetée alors qu'elle attend de vous que vous l'acceptiez telle qu'elle est. Faire preuve d'empathie n'est pas inné. C'est un grand talent qui se cultive. Les études démontrent combien l'empathie est corrélée au succès et notamment combien les entrepreneurs et les dirigeants les plus empathiques conduisent les organisations les plus profitables. Allez, je change de regard. Quelles sont les caractéristiques des personnes résilientes à la honte? Commençons tout d'abord par celles qui reconnaissent et comprennent les déclencheurs de la honte. Généralement, nous savons tous rapidement identifier un moment de honte grâce aux sensations physiques qui surgissent. Dans mon cas, des bouffées de chaleur et des rougissements. C'est très inconfortable et en même temps, c'est un formidable signal qui pointe vers ce que je peux analyser. Qu'est-ce qui déclenche ma honte? 3 chercheurs de l'Université de Californie l'ont résumé à un concept clé. Les identités indésirables. Elles se regroupent dans des domaines qui font le plus souvent naître la honte. L'apparence et l'image de son corps, la maternité,
la famille, l'éducation des enfants, l'argent et le travail, la santé physique et mentale, la sexualité, le vieillissement, la religion, les stéréotypes et les étiquettes, l'expression des opinions et les traumatismes. Dans tous ces domaines, nous avons tous des biais qui nous ont été transmis par les écosystèmes dans lesquels nous avons évolué et qui conditionnent ce que nous rangeons aujourd'hui dans la catégorie identité indésirable, c'est-à-dire non digne d'amour, qui fait barrière au sentiment d'appartenance et qui exclut. Par exemple, j'ai une amie qui a été élevée dans une famille dans laquelle le travail était la valeur cardinale. Par la suite, elle a étudié en université et s'est révélée tout au long de sa vie incapable de ralentir, de se laisser aller à la facilité, de se mettre en pause. Elle avait toujours honte de s'arrêter. Il lui a toujours été très difficile de ne rien faire tant elle était persuadée que la fainéantise était vraiment la pire de tous les vices. C'est aussi la visite en famille chez une vieille tante très sensible à la bonne éducation, où les enfants se tiennent mal, se mettent les doigts dans le nez et sortent des gros mots malgré toutes les recommandations faites avant. C'est une situation où une mère de famille a bien souvent le rouge au front. Reconnaître les déclencheurs de sa propre honte permet de passer du mode confus de la honte qui fait obstacle à l'action et nous donne une piteuse image de nous-mêmes au mode bien plus riche qu'est la vulnérabilité. Thème que nous avons abordé dans notre épisode 49, Je montre ma vulnérabilité. Reconnaître sa vulnérabilité nous permet d'aborder les sujets d'inconfort, de les creuser et de développer des stratégies pour mieux vivre avec ce qui nous met mal à l'aise. Là où la honte nous conduit vers des stratégies d'évitement comme la fuite ou l'agressivité, admettre sa vulnérabilité est une démarche constructive qui exige de baisser sa garde et demande du courage. Cela permet de mieux se connaître et de mieux se connecter aux autres. Notamment, admettre sa vulnérabilité permet de se confier aux autres et d'ouvrir la porte vers des demandes et du soutien. D'ailleurs, vous pouvez aller faire un petit tour vers notre podcast 69, Je pratique l'art de demander. J'échangeais il n'y a pas si longtemps avec une jeune maman qui ne se retrouve pas toujours dans les modèles de parentalité positive qui sont très en vogue. Elle se sent souvent honteuse lorsqu'une de ses amies la qualifie d'autoritaire, de générale. Avant, elle avait tendance à réagir avec une remarque ironique ou une petite vanne. Elle changeait alors de sujet ou elle avait un comportement un peu différent avec ses enfants pour lui donner tort. Maintenant, elle l'a admis. Elle peut alors parler et expliquer que ce jugement la blesse, que ça lui donne l'impression qu'elle est une mère au rabais, sans amour, une mère qui gère ses enfants comme un planning de projet ou une présentation PowerPoint. Alors qu'en fait, sa fermeté est là pour faire respecter un cadre qu'elle juge sécurisant pour ses petits-enfants. En plus, c'est pour elle une bonne parade à sa fatigue constante. Le fait de sortir de sa honte d'être méjugée, le fait aussi d'exprimer ses ressentis et ses envies différentes par rapport à la parentalité, l'a rapprochée de ses amis. Deuxième piste, pour être résilient à la honte, c'est faire preuve d'un grand sens critique de cette situation de honte. Brené Brown définit le sens critique comme le concept selon lequel on accroît ses ressources personnelles en comprenant le lien entre ses expériences personnelles et les systèmes sociaux. Alors, autrement dit, c'est notre capacité à prendre du recul par rapport à notre expérience personnelle pour comprendre que nous ne sommes pas seuls à ressentir ou traverser la même chose. La honte fonctionne comme un zoom. Elle fait un focus sur ce que nous vivons et nous donne l'impression d'être complètement isolés dans nos faiblesses. Faire preuve de sens critique par rapport à une situation de honte, c'est dézoomer et confronter les déclencheurs de notre honte avec les injonctions sociales qui les nourrissent. Par exemple, j'ai honte de mes cheveux blancs et de mes rides naissantes. Si je prends du recul, ces cheveux blancs ne me dérangent pas tant que ça. Je ne trouve pas ça ni laid ni négligé. Ce qui me dérange, c'est qu'on puisse me prendre pour une vieille. Pourquoi ? Parce que la société glorifie la jeunesse. Est-ce que j'ai du contrôle sur mon âge et les marques du temps sur mes cheveux ou mes rides ? Non. Alors, autant laisser tomber tout de suite et me rappeler la prochaine fois que j'en aurai honte. Ce n'est pas une solution miracle, bien sûr. Cependant, ça aide à développer une résilience à la honte et aux réactions qu'elle déclenche. Pour exercer notre sens critique, Brené Brown nous conseille de 1. Contextualiser, c'est-à-dire replacer la situation dans un contexte général. Quels sont les biais sociétaux associés à mon expérience ? Quelles sont les injonctions qui peuvent expliquer ma réaction
et qui n'ont rien à voir avec moi. N'oubliez pas que la honte est avant tout un concept social. Elle n'existe que par le regard des autres. Comment vivent aujourd'hui ceux qui ont quelques kilos de trop? Ils ont l'impression souvent d'être bien loin des standards de la société, alors que du temps de Rubens, ils auraient été vraiment glorifiés. Vous pouvez aussi réécouter notre podcast 141 « Je ne peux pas plaire à tout le monde » pour un récap sur le concept de la honte. Deuxième idée, pour exercer notre sens critique, c'est normaliser. C'est se rendre compte que nous ne sommes pas seuls, que notre expérience n'est pas isolée. Par exemple, le sentiment atroce d'avoir raté un examen, ça vous pouvez être certain de ne pas être le seul à l'avoir vécu. Troisième idée, pour exercer notre sens critique, c'est démystifier. Briser le mystère qui entoure une expérience en transmettant ce que je sais ou ce que j'ai compris aux autres. Par exemple, être heureux d'être boulanger quand beaucoup disent que travailler dans un cabinet de conseil est le must. Troisième caractéristique des personnes qui sont résilientes à la honte. Elles souhaitent se rapprocher des autres. Entretenir des relations sociales solides est une composante de notre bien-être durable. C'est notre cher Martin Seligman qui nous le dit. Si vous souhaitez approfondir les bienfaits du lien social, vous pouvez réécouter notre podcast 79 « Je crée du lien social ». Dans le contexte de la honte, se rapprocher des autres permet d'en briser une composante primordiale, l'isolement. Nous n'allons pas être sauvés par les autres ou les sauver nous-mêmes. Cependant, le partage et l'échange permettent de renforcer l'estime de soi et le sentiment d'intégration. Ça permet plus de résilience à la honte en partageant nos histoires et en créant du changement. En imaginant 2 minutes ensemble, vous savez, notre jeu de cartes intergénérationnel, nous avons cherché à favoriser la complicité qui naît d'une expérience partagée en toute authenticité. Ce partage d'une même réalité permet de trouver l'énergie pour changer de regard, créer du changement et lutter contre l'isolement. Et là, c'est ici que l'empathie embarque. Nous pouvons ainsi partager notre vécu en toute honnêteté et aussi demander de l'aide ou simplement de l'écoute. C'est pas toujours bien facile d'écouter et de demander de l'écoute. Aussi, Brené Brown nous recommande d'identifier des personnes ressources, qui ne sont pas forcément d'ailleurs notre mère ou notre meilleure amie, mais qui peuvent l'être aussi d'ailleurs. Pour les identifier, Brené Brown nous recommande de nous poser les questions suivantes. Quels sont les individus et les groupes qui forment mon réseau? Deuxième question. Qui m'écoute avec empathie et soutien? Quels sont les individus ou les groupes qui déclenchent de la honte chez moi? Ce réseau que vous pouvez vous constituer, que vous pouvez avoir dans la tête, ça va être cette force qui va vous permettre de déchirer le voile de la honte et de vous en libérer. Quatrième piste des caractéristiques des résilients à la honte. Ces personnes expriment leur honte. La honte repose essentiellement sur le silence et le secret. Nous nous sentons protégés tant que nous ne reconnaissons pas que nous nous sentons honteux. Nous l'enfouissons sous le tapis le temps qu'elle passe et intuitivement nous pensons que c'est le meilleur moyen de la combattre. Pourtant, c'est bien la communication et le partage de son vécu et de ses ressentis honteux qui vont vous en libérer. Souvent, nous manquons de mots à poser sur ce que nous ressentons vraiment. Rappelez-vous, nommer ses émotions est l'une des compétences émotionnelles dont nous avons parlé dans notre épisode 140 sur l'intelligence émotionnelle. Nous sommes capables de reconnaître que quelque chose nous fait péter un câble ou nous rend dingue. Cependant, cela ne qualifie pas vraiment ce que nous ressentons. Exprimer sa honte, c'est verbaliser sa souffrance, donc confier ses besoins et comment ils ne sont pas comblés. Par exemple, j'ai besoin d'être reconnue comme une personne qui gère, qui assure et qui est fiable. Je pense sans doute, sans me l'avouer, que c'est ainsi que les autres m'aimeront et que je serai intégrée. Lorsqu'il m'arrive d'oublier un rendez-vous, de donner un rendez-vous à 2 personnes en même temps sur Zoom ou rater un anniversaire, que je manque un engagement, je suis mortifiée. J'ai tellement honte que je pourrais rentrer sous terre. Je suis triste et je me sens coupable pendant des jours. Si j'en parle en disant « j'ai manqué tel engagement », je risque de recevoir un « c'est pas si grave, n'en fais pas toute une affaire ». Si je partage ma tristesse et ma culpabilité, j'ouvre alors la porte à l'empathie, au partage d'une expérience commune, à du soutien. Ne pas savoir parler de la honte est un facteur finalement aggravant. Les personnes les plus résilientes posent des mots précis sur cette émotion en la partageant. Attention cependant, car partager ses sentiments ne marche pas à tous les coups.
Peut-être allez-vous recevoir un commentaire du type « Je ne te savais pas aussi sensible » ou « C'est ton imagination ». Cependant, vous vous sentirez toujours mieux d'avoir amorcé ce petit pas de verbaliser votre ressenti et vos besoins non comblés. Vous aurez naturellement fait barrage à la honte, même si la réaction que vous recevez n'est pas à la hauteur de vos attentes. Dernière piste pour se débarrasser de la honte, c'est lutter contre le perfectionnisme. Comme nous l'avions expliqué dans l'épisode précédent sur Brené Brown, le 141, la recherche de perfection vient de notre croyance que si nous nous efforçons d'être parfaits, alors nous allons pouvoir nous épargner la douleur du rejet, des reproches et de la honte. Or, c'est tout le contraire, car la perfection est destructrice. Les personnes les plus résilientes à la honte ont révélé des réactions assez similaires au désir de perfectionnisme. Alors, commencez par préférer la croissance à la perfection. S'améliorer est un objectif bien plus réaliste et néanmoins ambitieux, et bien plus ambitieux que d'atteindre la perfection. Nous pouvons tous grandir, développer nos talents et nos forces. Je vous renvoie à l'épisode 24, Je reconnais mes talents. Cependant, personne ne peut atteindre la perfection. Se fixer des objectifs atteignables et mesurables est un formidable levier de croissance et une barrière au perfectionnisme, au sentiment de n'être jamais assez, bref, à la honte. C'est particulièrement vrai dans nos relations aux autres, par exemple avec nos parents. Nous pouvons arrêter de chercher à être la fille parfaite qui ne comblera jamais toutes les attentes pour être la fille aimante, peut-être patiente et surtout bien dans ses pompes, qui vivra une relation apaisée avec eux. Lutter contre le perfectionnisme, c'est revenir sur ses erreurs et envisager ses faiblesses comme des opportunités de croissance et nos erreurs comme des opportunités d'apprentissage. Je vous renvoie à notre podcast 34, Je surmonte les échecs. Une autre idée, les personnes qui sont sorties du perfectionnisme sont particulièrement enracinées dans l'acceptation d'elles-mêmes. Elles savent qu'elles font avec leurs défauts et leurs qualités, et quel que soit leur parcours. Elles font preuve d'humilité et d'équilibre. Il y a du bien et du moins bien. Elles ne sont pas parfaitement minces ou douces ou stylées ou attentionnées, et c'est OK avec ça. Et dernier point, sortir du perfectionnisme, c'est combattre le cool vendu par les réseaux sociaux. C'est s'émerveiller de l'ordinaire, de la simplicité de la vie quotidienne. Ça peut sembler anodin, pourtant, ça contribue fortement à contrebalancer notre habitude de nous comparer et de toujours penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Ça nous aide aussi à saisir notre propre valeur et à éviter de penser que nous sommes insignifiants et indignes d'être aimés. Et hop, je me lance. En bref, si je résume. 1. L'empathie est l'arme numéro 1 de défense contre la honte. 2. Les personnes les plus résilientes à la honte reconnaissent les déclencheurs de leur honte, prennent du recul par rapport aux situations qui la déclenchent, nourrissent des relations authentiques et durables, et acceptent de parler de leur inconfort. À vous de jouer, chers auditeurs. Cette semaine, si vous traversez un de ces épisodes de honte, décortiquez-le avec une de vos personnes ressources. Observez les bienfaits que vous en retirez. La petite mousse est philosophique cette semaine, car il nous vient d'Aristote. Être heureux ne signifie pas que tout est parfait. Cela signifie que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsé par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.